Aujourd'hui, on va revenir en Haute-Savoie pour vous présenter des images d'un animal des plus emblématiques de nos campagnes. C'est un animal qui est à la fois archi connu et à la fois tellement méconnu. On va bien sûr vous parler du sanglier. Le sanglier, en réalité, c'est un animal qui est peut-être l'animal le plus emblématique de la chasse. Quand on pense à chasse, on pense à sanglier automatiquement. Et c'est pourtant très dommage parce que c'est un animal qui a beaucoup de choses à nous apprendre et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors, on disait oui, c'est l'animal emblématique de la chasse. En effet, déjà, ça part de quoi? Ça part de notre culture commune. J'avais oublié que l'estomac de Monsieur Obélix passait avant tout. Des sangliers et des bafos romains, voilà tout ce qu'il faut à Monsieur Obélix. Le sanglier, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un animal qui vit dans nos forêts boisées depuis plus de 700 000 ans. Et en 700 000 ans, c'est un animal qui a quasiment jamais changé et c'est vraiment remarquable quand on sait que l'être humain, c'est en Europe qu'il a eu le plus gros impact sur la forêt et sur tout son environnement, que ce soit animalier, végétal, etc. Pour que le sanglier se sente bien quelque part, il faut vraiment pas grand chose. Il va lui falloir évidemment de l'eau pour boire, mais aussi pour prendre des petits bains de boue, parce que c'est un animal qui transpire pas, donc il se sert de ces bains de boue pour réguler sa température. Comme on dit, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, quoi. Le sanglier, c'est un animal ultra sociable qui peut vivre jusqu'à 30 ans dans la nature, mais aujourd'hui, on considère qu'il vit plutôt en moyenne une dizaine d'années. Quand je dis que c'est un animal ultra sociable, c'est parce que les laits, donc la femelle du sanglier et les marcassins, eux vivent en groupe, souvent de 5 à 20 individus, alors que le sanglier mâle, lui, c'est un animal plutôt solitaire qui va rejoindre les groupes pendant la période de rut pour se reproduire évidemment. Comme pour le cerf, pendant la période de rut, le sanglier il va être tellement concentré sur cet objectif de reproduction qu'il va carrément négliger son alimentation. Quand il rejoint le groupe de lait et de marcassins, il va chasser les petits de l'année précédente pour être tranquille avec les femelles et une fois qu'il a terminé sa petite affaire, il retourne à sa vie de solitaire alors que la femelle, elle va avoir besoin de 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour mettre au monde ses petits. Et dans le groupe, souvent les femelles sont synchro, ce qui facilitera ensuite la sociabilisation à partir de la naissance des petits. Comme souvent chez les animaux, le nombre de petits dépendra du poids et de la santé générale de la mère. Même si cette donnée, c'est un élément qui varie. Les chasseurs ont joué un petit peu aux apprentis sorciers, donc on a une quantité de petits qui a tendance à augmenter avec le temps. Donc fini de parler du rut, le sanglier, ce qu'il caractérise aussi, c'est que c'est un excellent marcheur. Il vit la nuit, la plupart du temps en tout cas, et il parcourt en général entre 2 et 14 km par nuit. Et le sanglier, c'est un animal qu'on peut qualifier de semi-nomade, parce qu'en réalité, il est territorial, mais son espace, il est tellement vaste, il est tellement grand, que plusieurs hardes de sangliers peuvent vivre au même endroit, seulement elles n'y vivent pas au même moment. Comme beaucoup d'animaux, il a une routine qui est très établie. Dans ce domaine, généralement, il y a de la forêt, et c'est dans ces forêts, il va passer tout le temps au même endroit. C'est ça qui va créer ce qu'on appelle donc des coulées. C'est souvent eux qui créent les coulées qui sont ensuite réempruntées par les autres animaux. Oui, puis les coulées, elles sont forcément plus marquées par les sangliers, puisque comme c'est des groupes de quasi 20 individus à chaque fois, quand il y a 20 individus qui marchent sur le même chemin, ça n'a pas le même impact sur le sol que juste un chevreuil. Donc le sanglier, effectivement, il est plutôt actif la nuit, on le disait, et il passe ses journées dans ce qu'on va appeler des gîtes ou plutôt des boges. Des fois, ils peuvent un petit peu creuser ça avec les pattes arrière ou le groin, mais généralement, c'est juste un endroit où il se pose la journée et ça change tous les jours. C'est un endroit qu'il utilise pour se reposer, mais surtout pour se cacher, puisque la journée, le sanglier, il est caché. C'est l'animal le plus chassé chez nous. On vous l'a dit au début, le sanglier, c'est un animal qui a très peu changé depuis plus de 700 000 ans. Et en fait, c'est parce que la grande force de cet animal, c'est son adaptabilité. Alors, il se nourrit principalement de végétaux, mais pas uniquement. Il peut se nourrir de toutes sortes d'animaux, comme par exemple des lièvres, des grenouilles, des lézards, mais aussi des charognes. S'il habite près de la mer, il peut manger des poissons morts, des algues. Des crustacés aussi. Des crustacés énormément. Il mange de tout, il est partout en France pourvu qu'il y ait de l'eau et de la nourriture à disposition. J'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé. C'est grâce à cette alimentation qu'il en devient la belle bête qu'il est. Le mâle, il pèse entre 80 et 200 kg, alors que la femelle, elle pèse entre 60 et 110 kg. Et au-delà du poids, ce qui va différencier le mâle de la femelle, c'est surtout les défenses
qui vont énormément se développer avec l'âge du sanglier mâle. Bon, on l'a vu, le sanglier, c'est un animal qui a mauvaise presse. C'est pas un animal qu'on affectionne énormément, on l'entend parler constamment en mal de lui, et pourtant, le sanglier, c'est un animal paysagiste. Je dirais même, Jamy, un animal ingénieur. Et oui, il va modifier son territoire, alors peut-être pas autant que les hommes, peut-être pas autant que les castors, mais il va avoir un rôle hyper important pour les sols notamment, puisque avec son groin, il renifle la terre et retourne le sol et donc en profite pour l'aérer. Il participe aussi à la reproduction des arbres en déplaçant tout ce qui sert aux arbres à se reproduire, et aussi le sanglier aide ces champignons à se propager, et ces champignons, on le sait, ont une influence sur la qualité des sols. Et il mange des insectes. Dans les insectes, qu'est-ce qu'on compte? On compte les chenilles, qui peuvent être de gros problèmes pour les agriculteurs, notamment dans les arbres fruitiers par exemple. Ouais, les chenilles et les vers de terre, tout à fait. Le groin, c'est vraiment son atout, puisqu'il a un odorat super fin. Et une ouïe d'ailleurs aussi, très fine. Contrairement à ses yeux, il y voit pas très bien le sanglier. C'est grâce à son nez, beaucoup, qu'il peut repérer les prédateurs à une centaine de mètres. Qui sont les prédateurs principaux du sanglier? Eh bien ça va être le loup, le lynx, voire même l'ours. Et comme vous le savez, il y en a peu dans nos forêts. Ouais, ça court pas les rues. Le chat sauvage aussi. On voulait un petit peu vous parler de certains agriculteurs qui ont pris la parole aussi contre ça, parce qu'il y a une méthode dans nos forêts, dont nous on a eu l'occasion d'en voir beaucoup, qui s'appelle l'égrainage. Alors normalement l'égrainage en France c'est illégal, sauf des dérogations. On les obtient en disant on va égrainer afin d'éloigner les sangliers des cultures. Vous comprenez un petit peu la problématique là? Ça veut dire qu'on va nourrir des sangliers en hiver dans des endroits où, comme chez nous par exemple, il peut faire très froid et donc ça peut avoir une incidence sur la surpopulation des sangliers. Là on les nourrit, comme ça hop on les garde. Qu'est-ce que c'est l'égrainage? En fait c'est tout simplement le fait de mettre en place des installations au milieu de la forêt, donc là où vit le sanglier, qui vont automatiquement balancer des graines, souvent du maïs, parce que le sanglier raffole du maïs. Donc ça veut dire que le sanglier, il sait qu'à tel endroit, il y a tout le temps de la nourriture, donc il va avoir pour habitude de venir se nourrir ici. Et évidemment, qu'est-ce que ça provoque comme comportement chez lui? C'est de venir tout le temps au même endroit, comme ça facilite, entre autres, la tâche du chasseur. Et nous, c'était assez rigolo, un matin on promenait Max. D'un coup, j'étais un peu en avance par rapport à Betty, et je suis tombé sur une dame, au milieu de la forêt, qui était en chemise de nuit et qui était juste à côté d'une structure d'égrainage qu'on a trouvée juste après, et qui, dès qu'elle m'a vu, elle s'est carapatée. Alors, alors nous, notre analyse, c'est clair, elle était venue peut-être rajouter des graines ou voir ce qui se passait autour de cette structure, et dès qu'elle m'a vu, elle est vite partie parce que c'est peut-être pas légal ce qu'elle est en train de faire. Voilà, donc on facilite encore une fois la chasse. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'ils ont fait les chasseurs. On vous parlait tout à l'heure, on vous disait les laits, elles sont de plus en plus fertiles et tout ça. En fait, des années 70 aux années 90 particulièrement, il y a eu des élevages intensifs de sangliers pour les relâcher ensuite dans la nature, dans le but de les chasser et d'obtenir de plus en plus de trophées. Dans ces élevages de sangliers, il y a aussi eu des manipulations génétiques qui ont visé en fait à rendre le sanglier plus docile et donc plus facile à chasser. C'est ce qui s'est passé. En fait, on a essayé de croiser des porcs domestiques avec des sangliers. Ils ont fait des bébés qui sont viables, des bébés hybrides qu'on appelle, j'appelais ça comment, des sanglichons hier? Sanglichons ou... Des cochongliers. Cochongliers ou sanglichons, voilà. Et en fait, il se trouverait qu'on ait plus de ces espèces-là dans nos forêts que de réels sangliers. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Pierre Jouvetin. Et Pierre Jouvetin, qui c'est quand même un ex-directeur du CNRS en éthologie, quand même. Le mec, il sait un minimum de quoi il parle. D'ailleurs, vous vous doutez bien que comment est-ce que ça se fait que ça marche, ces croisements-là? Eh bien, c'est parce que le porc domestique, il est en réalité issu du sanglier, hein, au fur et à mesure, la domestication de l'homme et tout ça. Et que en fait, ils appartiennent à la famille des sus, dont fait également partie un personnage extraordinaire et un facochère que l'on connaît bien sûr. Cette vidéo, on s'est pas fait que des amis, mais on s'en fiche. On aimerait terminer en conclusion en vous posant une question peut-être un petit peu philosophique. On vous invite à réfléchir avec nous dans les commentaires. Mais on a remarqué que c'est souvent les animaux les plus adaptables qui sont considérés comme nuisibles par les êtres humains et qui sont donc chassés par ces derniers. Est-ce que,
Quand un autre animal que lui fait preuve d'une adaptabilité, d'une compréhension du monde qui défie la nôtre, l'être humain n'a pas peur de perdre sa place autoproclamée de numéro 1 d'un classement dont il aurait lui-même défini les termes.